Le monde du travail, c'est parfois complètement irrationnel, non? Des conflits qui sortent de nulle part, ce sentiment de perte de sens, des tensions qu'on sent bien mais qu'on n'arrive pas à nommer. Eh bien, et si on se disait que la clé pour y voir plus clair se trouvait dans la psychanalyse? Oui, c'est un peu surprenant, mais aujourd'hui on va justement explorer comment cette approche peut mettre en lumière toutes ces forces invisibles qui, au fond, dirigent une bonne partie de notre vie au bureau. Alors on commence par une question qui taraude pas mal de monde, je pense. Pourquoi est-ce que les vieilles méthodes de management, celles qui sont obsédées par les chiffres, les process, pourquoi est-ce que ça semble de moins en moins marcher? La réponse, en fait, elle est assez simple. C'est parce que ces modèles oublient un tout petit détail, l'humain, toute sa complexité et surtout sa quête de sens au travail. Ici, le contraste est frappant. On a vraiment deux visions du monde qui s'opposent. D'un côté, l'approche classique, la vision fonctionnaliste. Là, l'employé, c'est une ressource, un rouage dans une grande machine qu'il faut optimiser. Et de l'autre, l'approche psychanalytique voit chaque personne comme un sujet unique, avec son histoire, ses désirs, son inconscient. L'entreprise n'est plus une machine, mais un système social complexe où, collectivement, on essaie de se défendre contre l'anxiété. Ça change tout, parce que du coup, un conflit, ce n'est plus une simple panne à réparer, ça devient un symptôme, un message hyper important qu'il faut apprendre à décoder. Alors, allons-y. Sortons un peu des sentiers battus du management traditionnel. Cette nouvelle perspective nous amène à nous poser une question qui peut paraître basique, mais qui est en fait fondamentale. Au fond, ça veut dire quoi travailler? Et la réponse est beaucoup plus riche que ce qu'on imagine. Travailler, en fait, ce n'est pas juste cocher des cases sur une liste de tâches. Non, c'est tout cet effort invisible, cet engagement de notre intelligence, de notre personnalité, pour combler le fossé. Le fossé immense qu'il y a souvent entre ce qu'on doit faire et la réalité du terrain. La machine qui lâche au pire moment, les consignes qui se contredisent, c'est là, dans cet entre-deux, que le vrai travail se passe. C'est là que notre subjectivité s'exprime. Bon, maintenant qu'on a posé cette base, on va plonger, vraiment plonger dans les profondeurs de l'organisation. On va explorer comment l'inconscient, et attention, pas seulement l'inconscient de chacun, mais bien un inconscient collectif, vient jouer un rôle majeur dans notre quotidien au travail. Et pour comprendre ça, il y a un concept absolument clé, le transfert. En gros, de quoi s'agit-il? Eh bien, sans même qu'on s'en aperçoive, on rejoue au bureau des schémas relationnels très anciens. On projette sur nos chefs, nos collègues, des émotions qui viennent tout droit de notre histoire, de notre enfance. C'est ça qui explique pourquoi parfois la relation avec un manager peut devenir si intense, passant d'une loyauté quasi absolue à une opposition viscérale qui semble de l'extérieur complètement disproportionnée. Et quand la pression monte, quand l'anxiété devient trop forte, le groupe réagit, exactement comme un individu. Ils mettent en place de manière totalement inconsciente des stratégies de défense collective. Le but, c'est de se protéger, de maintenir un certain équilibre psychique. Le premier, et peut-être le plus connu, c'est le déni. C'est quand tout le monde sait que ça ne va pas, les chiffres sont mauvais, l'ambiance est terrible, mais personne n'en parle. On fait comme si de rien n'était. C'est une façon pour le groupe de ne pas affronter une réalité trop douloureuse. Ça maintient une sorte de calme en surface, mais en dessous, bien sûr, la crise continue de grandir. Ensuite, on a la projection. Ça, c'est un grand classique. Plutôt que d'admettre qu'il y a un problème en interne, on va trouver un coupable à l'extérieur. C'est la faute du service compta, c'est ce nouvel outil. C'est tellement plus simple, n'est-ce pas? Ça permet de souder le groupe contre un ennemi commun et surtout d'éviter de se regarder dans le miroir. Un autre mécanisme, c'est l'attaque-fuite. C'est une double face de la même pièce. Soit c'est l'attaque, l'ambiance devient électrique, le moindre désaccord devient un conflit majeur, ou alors c'est la fuite. Là, c'est le contraire. On évite tous les sujets sensibles. En réunion, on parle de la météo, mais surtout pas du projet qui coule. Dans les deux cas, le vrai problème n'est jamais abordé. Et enfin, il y a le clivage. Celui-là est peut-être le plus insidieux. Quand la souffrance au travail devient insupportable, une personne peut littéralement se couper en deux. Elle se crée une sorte de carapace, un faux soi professionnel qui vient au bureau, qui fait le job, mais à l'intérieur, son vrai soi s'est complètement retiré. C'est ce qu'on appelle le désengagement. La personne est là physiquement, mais son esprit, son cœur ne sont plus là. Souvent, ces défenses collectives ne sortent pas de nulle part. Elles sont entretenues, voire créées par la personne tout en haut. Il faut donc qu'on parle de la psychologie du dirigeant, et plus précisément d'un sujet délicat, son narcissisme. On va voir comment ça peut infuser et façonner la culture de toute une entreprise. Ce tableau est éloquent. C'est un engrenage infernal. Le sentiment de grandeur du dirigeant se traduit par une pression irréaliste sur les équipes. Son manque d'empathie, c'est terrible. Il est incapable de voir la fatigue, la souffrance, ce qui mène tout droit au burn-out. Et son arrogance, elle, étouffe toute critique. Résultat, personne n'ose plus rien dire et l'innovation est complètement bloquée. Chaque trait a une répercussion directe et dévastatrice. Et cette citation, elle résume tout. Le point crucial, c'est le mot « anti-relation ». On n'est pas dans le registre d'un conflit travail normal, non. On est dans quelque chose qui est le contraire d'une relation.
Le but n'est pas de communiquer ou de construire, le but est de dominer. L'autre n'est plus vu comme une personne. Il devient un objet, un instrument, quitte à le détruire psychiquement. Changeons de sujet, mais restons dans le champ de l'émotion. Le changement en entreprise, c'est permanent, mais on oublie presque toujours de le regarder pour ce qu'il est vraiment d'un point de vue psychologique. Un véritable processus de deuil. Qu'il s'agisse d'une fusion ou d'une restructuration, les équipes traversent souvent ces étapes. D'abord le déni, non, ça ne va pas se passer. Ensuite la colère, c'est injuste. Puis la phase de démotivation. Et seulement après, si le processus est bien accompagné, on peut arriver à l'acceptation. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises essayent de sauter ces étapes. Et ignorer ces émotions, c'est la recette parfaite pour un changement raté. Bon, analyser tout ça, c'est une chose. C'est super intéressant. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut agir concrètement? C'est là que les interventions dites cliniques entrent en jeu, directement au cœur de l'entreprise. Il y a une différence énorme entre le coaching classique, axé sur la performance, et ce qu'on appelle l'accompagnement fondamental. Dans le coaching classique, on demande comment vas-tu atteindre cet objectif. Dans l'accompagnement fondamental, la question c'est plutôt, au fond, pourquoi cet objectif est important pour toi. Le but n'est plus de plier la personne aux exigences de l'entreprise, mais de l'aider à trouver sa propre vérité, sa juste place. Un autre outil puissant, c'est l'analyse des pratiques professionnelles. Imaginez un peu, un groupe de parole totalement confidentiel, où une équipe peut enfin parler du vrai travail, des galères, des doutes, sans avoir peur d'être jugée. C'est un espace incroyable pour prendre du recul, transformer le stress en apprentissage collectif et retisser des liens de confiance. La parole ici redevient un outil pour construire. Et tout ça, bien sûr, ça change complètement la vision du rôle des RH. On passe de gestionnaire de ressources, un mot terrible quand on y pense, à architecte du vivant. L'idée, ce n'est plus d'administrer des effectifs, mais de concevoir et d'entretenir un écosystème, un environnement où les gens peuvent se sentir en bonne santé psychique. Alors on termine avec cette question qui résume un peu tout. Et si on se trompait de cible depuis le début? Et si la vraie performance, la durable, celle qui crée un engagement réel, ne se cachait pas dans les indicateurs et les tableaux de bord, mais tout simplement dans l'écoute? L'écoute profonde de ce que chaque personne vit, ressent et désire dans son travail. C'est peut-être là que se cache la clé pour réenchanter notre relation au travail.